Un petit peu moins long aujourd'hui quand même. Comme il y a eu beaucoup de questions, on a beaucoup décortiqué déjà, un petit peu le côté émotionnel de la douleur. Normalement, aujourd'hui, c'est vraiment, se focaliser là-dessus. Donc le côté émotionnel, bah, déjà, c'est de décortiquer pourquoi est-ce qu'on a mal quand on accouche. Est-ce que vous avez des idées de pourquoi est-ce qu'on a mal quand on accouche? Parce qu'on Mais nous dit surtout qu'on a mal, mais on sur s'est la pas douleur. posé la question. Parce que? La peur, la Ouais, peur, ouais, donc le mental, On est ouais, concentré, être concentré, ouais. on est, on est concentré sur les, se focaliser sur les contractions, donc du coup, on appréhende quand Ouais, ça c'est pas fait. faux, ça joue beaucoup. Bon, ben il y a de ça effectivement, on nous a tellement dit en fait, «Tu enfanteras dans la douleur» et je sais pas s'il y a des choses similaires dans les autres textes, religieux, mais voilà, «Tu enfanteras dans la douleur», ça nous a quand même pas aidés en tout cas dans le monde, judéo-chrétien. Il est vrai, enfin, faut voir que dans les autres cultures, peut-être plus en Asie ou en Amérique latine, quoique l'Amérique latine, ça reste très chrétien, mais il y a plein d'endroits dans le monde où en fait c'est logique le processus d'accouchement et c'est pas forcément vécu ou véhiculé comme quelque chose de douloureux. C'est vraiment une histoire de culture. Donc après, nous, effectivement, il faut qu'on essaie de se détacher de la culture. Dans la douleur, il y a toujours deux composantes. Attends, je vais aller fermer la porte là-bas parce qu'il y a des tracteurs qui passent à côté. Ok, en fait, on s'entend pas, c'est vraiment la campagne ici. Donc, ouais, il y a toujours la deux composantes, la composante vraiment physique de la douleur en elle-même, donc ce qu'on ressent, et la composante émotionnelle qui, selon ce qu'on va en faire, va nous plus ou moins nous décupler ou justement nous abaisser notre seuil de douleur. Donc, effectivement, la peur va vraiment être quelque chose qui va nous abaisser le seuil et rapidement, on va avoir, si on a mal, si on a peur rapidement, ben on va avoir mal, plus mal. Et alors que si au contraire on est très rassuré, qu'on j'ai justement passé par ce genre de processus, les cours, pour démystifier un petit peu tout ça, se dire bah c'est peut-être pas si horrible que ça. La transmission de femme à femme aussi, de se dire bah non mais voilà, quand on est dans un groupe de copines où elles ont toutes eu des expériences d'accouchement un peu compliquées, bah forcément ça nous fait toute peur quand le jour J quand ça se présente et à contrario quand on a des expériences plutôt positives d'accouchement ou d'allaitement d'ailleurs, hein, ça marche aussi, bah, du coup ça nous fait pas forcément peur d'accoucher. Donc voilà, tout ça c'est vraiment le côté culturel et c'est vraiment ce que vous allez en faire qui va quand même déjà grandement moduler votre sensation douloureuse le jour J. Et donc du coup, bah, partir avec le moins de peur possible, c'est vraiment quelque chose d'important. Et certes, ça se commande pas. Hein, donc du coup, c'est vraiment essayer de travailler sur la confiance et c'est ça qu'on va essayer de faire aujourd'hui. À la suite de ce cours, et je l'ai déjà préparé d'ailleurs, j'ai perdu l'image de tout le monde. J'espère que vous êtes encore là. Je vous enverrai un mail avec différentes choses dedans. Il y aura des coloriages d'accouchement. Je crois que j'en ai parlé sur le cours sur la phase de latence, des petits coloriages mandala et tout. Ce qui vous permet de focuser votre attention sur quelque chose d'un peu répétitif et méticuleux pour éviter de penser à ce qui est en train de se passer dans votre bidou. Il y aura des petites phrases d'encouragement sous la forme de petites espèces de petits post-it que vous pourrez imprimer. Ça, c'est une patiente qui m'a fait ça, qui me l'a envoyé. Alors les phrases, elle les a trouvées sur Internet. Il y en a qu'elle a écrit elle-même. S'il y en a qui vous plaisent, vous en rajoutez. Enfin voilà. Elle s'était fait une espèce de guirlande comme ça de post-it qu'elle avait mis dans sa pièce, dans son salon hein, pour accoucher. Donc des petites phrases d'encouragement. Il y a aussi des phrases sous forme d'un poème qui est à lire à deux, donc le partenaire qui lit à sa compagne. Soit il lit de manière tu es calme et confiante, ou alors je suis calme et confiante, pour que vous vous appropriez peut-être potentiellement mieux la phrase en question. Et donc en fait, chaque phrase du poème à lire très très doucement, avec une voix super grave, super lente. S'il y en a qui connaissent la sophrologie, se mettre un peu dans cette espèce d'état d'esprit et la répéter jusqu'à ce que vous ayez l'impression que votre conjointe, elle se soit appropriée cette phrase. Donc vraiment, tu es calme et confiante, et qu'on sente la respiration se poser, et ainsi de suite. Et le poème, il suit tout le processus d'accouchement, et il se finit par tu es dans mes bras, ou je sais pas quoi. Nous sommes, enfin voilà, je t'aime. Bref, il y a le bébé dans les bras. En tout cas, ça suit toute la naissance. Donc ça, vous pourrez aussi effectivement l'imprimer si l'idée vous plaît. On va essayer de décortiquer aujourd'hui donc le mécanisme de la douleur en elle-même. Il y en a qui se sont peut-être cassé la jambe dans votre vie.
ou enfin casser un os ou fracture. Ouais, aucune fracture. Bon. Ce qu'il y a de comparable, on va dire, là-dedans, c'est la sensation douloureuse. Par contre, ce qu'on en fait, le vécu, il est complètement différent parce que déjà la douleur dans le cadre d'une fracture, elle est intense et elle est continue. Éventuellement, elle décroît un petit peu, mais jusqu'à ce qu'on soit opéré, c'est quand même douloureux. La bonne nouvelle avec le travail d'accouchement, c'est que c'est cyclique, c'est rythmique. On a effectivement la contraction qui monte, qui monte, qui monte. Donc déjà, on a pas mal d'entrées de jeu directes hyper fort. C'est progressif. Et puis, ça devient intense à un certain moment. On sent que la contraction, elle est là, puis à bout d'un certain niveau, elle devient douloureuse. J'espère que le pollen, ça va pas trop me gêner. Puis vraiment, la douleur, elle reste sur une demi-minute. Et à nouveau, ça diminue. Et ouais, ils sont en train de faire les foins à côté, en fait. C'est ça le tracteur, donc forcément. Et après, ça, à nouveau, on sent qu'elle est toujours là, mais elle est plus douloureuse. Et après, à la fin, elle se termine complètement. Il n'y a plus aucune sensation jusqu'à la prochaine. Donc, en fait, sur 1 minute 30 de contraction, il y a à peu près que 30 secondes vécues comme franchement intenses. Une fois, j'avais tenté de faire le calcul avec une contraction toutes les 3 minutes pendant à peu près 6 heures, qui été douloureuse que pendant 30 secondes. Je crois que j'avais calculé que ça faisait 1h30 de douleur cumulée. C'était pas si horrible que ça. 100 de contractions et 1h30 de douleur cumulée. Franchement, tout le monde est capable de le faire. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, c'est que au final, certes, on a mal, mais c'est pour une bonne cause aussi. C'est pour avoir votre bébé, le fruit de votre amour, de votre conception, de tout ce que vous voulez. Donc c'est aussi bien plus sympa que quand on s'est juste cassé la jambe, quoi. Bon, il y en a, ils sont à la limite, quoique oui, si, ça peut arriver. Quand on s'est fait une fracture ou une blessure ou quoi que ce soit, en faisant un peu quelque chose d'un exploit personnel, et finalement, on est heureux aussi. Ça, c'est le marathonien. Le mec qui fait les marathons, c'est une vraie souffrance. Généralement, il y a une préparation de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et derrière, il leur faut un bon mois pour récupérer physiquement et aussi de la perte de poids qu'ils ont dû subir à cause de l'événement. Et donc, du coup, faut se dire que si ces gars-là, ils recommencent tous les quelques mois, c'est bien parce que finalement, entre guillemets, ils l'ont bien voulu et c'est que ça leur rapporte quelque chose. C'est une épreuve physique, c'est vraiment une douleur, c'est intense. Mais par contre, derrière, ils sont dopés à l'endorphine. On a déjà moultement parlé de l'endorphine. Elle va vraiment vous guider, vous accompagner et vous rendre cette expérience, on va dire, au pire supportable, au mieux complètement initiatique et incroyable, quoi. Ça va vraiment vous changer votre vie, quoi, finalement. Donc, n'ayez pas peur d'aller affronter cette épreuve. Allez-y, comme le marathonien, avec vraiment l'envie de se prouver à soi-même qu'on est le plus fort, qu'on va y arriver, qu'on va faire un super score. On va peut-être pas mettre le niveau compète pour l'accouchement, mais vraiment, on est vraiment dans quelque chose qui doit vous encourager, en tout cas. Autre fonction de la douleur, c'est un signal d'alarme. Donc, effectivement, quand on se fracture ou on se fait une blessure, la douleur va nous indiquer le lieu de là où on s'est fait mal, où on doit protéger, où on doit aller vérifier s'il y a eu un problème. Dans l'accouchement, c'est aussi un petit peu pareil. S'il n'y avait pas de sensation douloureuse, tout simplement, il n'y aurait pas d'alerte et en fait, on accoucherait en plein milieu du trottoir sous l'abribus sans que ça prévienne, en fait. Donc, heureusement qu'il y a ce signal d'alarme qui va nous prévenir, qui va nous guider aussi tout au long du travail, qui va nous dire, là, maintenant, c'est de plus en plus intense, la naissance est de plus en plus imminente, il faut que tu te mettes dans ta zone de sécurité, que tu ailles t'entourer des personnes qui pourront t'aider. Voilà. Donc, ce signal-là, comme il a plein d'utilités, que la douleur, elle a plein d'utilités, sens vraiment une alliée, une amie. N'ayez vraiment pas peur d'y aller, quoi, parce que vraiment, c'est au contraire transformer-la en quelque chose d'agréable. L'ocytocine qui est liée à chaque contraction, c'est quand même l'hormone du plaisir. Et on a dit, si beaucoup de contractions, potentiellement beaucoup de plaisir aussi. On a la sensation intense, la puissance. Je préfère parler d'intensité et de puissance plutôt que de douleur. Maintenant qu'on a décortiqué la chose, et ça va vraiment vous motiver normalement à vous dire, ok, j'y suis presque, j'ai bientôt fini, je suis la guerrière que j'ai toujours voulu être, ce que vous voulez qui vous motive, mais vous avez vraiment le droit de vous autoriser à penser ça, clairement. Donc voilà, vraiment super combat. C'est pas comme si aujourd'hui on a quand même la chance d'avoir des grossesses qui sont
pour la plupart, planifiées et en tout cas, acceptées, hein, même si elles se sont pas toujours, très planifiées. Ben, en tout cas, on a la chance d'avoir, le recours à l'IVG si jamais c'était une grossesse qui n'est pas acceptée. Et donc du coup, aujourd'hui en France, la plupart de nos grossesses, eh ben, c'est vraiment des choix conscients pour notre famille, pour notre vie. Et donc du coup, c'est quand même des enfants qui sont désirés, acceptés et dont on a envie qu'ils viennent au monde. Donc c'est quand même une chance. Cette douleur-là, elle va vraiment du coup passer beaucoup plus facilement que si cette grossesse était imposée à nous. La sage-femme qui m'avait formée à l'accouchement à domicile, elle racontait souvent l'histoire de sa grand-mère qui a eu 6 enfants. Donc je pense que c'était il y a vraiment longtemps parce que cette sage-femme est maintenant partie à la retraite. Donc au début du siècle, 6 enfants, ben voilà, c'était pas tous des grossesses désirées. Ah, le téléphone. Ah bah non, mais c'est pas le moment, collègue. Hop. Et donc en fait, elle raconte que les 4 premières naissances, elles avaient été entre guillemets faciles, rapides, voilà, mais parce que c'était des grossesses qu'elle avait souhaitées et qu'elle avait désirées, voilà, vraiment c'était volontaire. Et les 2 suivantes, qui étaient liées au fait que la contraception, bah, c'était compliqué il y a un siècle, et ben celles-là, les accouchements ont été vécus bien plus douloureux parce que justement c'était des grossesses qui s'étaient imposées à elle et qu'elle avait mal vécu, hein, forcément. Donc vous voyez, on a cette chance-là de se dire, ok, on a les enfants qu'on choisit aujourd'hui, et waouh, c'est trop bien, on va pouvoir vraiment se consacrer à ce projet et en sortir bien plus fort. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi un peu sur le plan mystique? Je suis pas trop perchée hein, d'habitude, hein, vous savez que je suis très terre à terre, mais il faut bien qu'on ait un cours un petit peu plus différent. Il y a des choses aussi au niveau psychique, mental, hein, qui vont pas tellement vous aider, mais au contraire, enfin, vous avez toujours le pendant en fait. Hein, il y a voilà, si vous laissez le côté négatif dominer, bah, vous allez effectivement un peu plus en baver. Effectivement, je parlais du mental un petit peu tout à l'heure. Il faut se dire, effectivement, le mental, et c'est quelque chose de très important. Si on n'est pas tourné, concentré vers l'objectif, ça marchera beaucoup moins bien. Si on a l'esprit qui est parasité par des expériences antérieures, des vécus hein, qui peuvent nous être encore douloureux, par exemple, des attouchements dans l'enfance, carrément ça peut aller jusqu'au viol, des histoires de famille compliquées, des choses, des ressentis par rapport à une personne de notre entourage qui nous était chère, que ce soit famille ou amie. Bref, tout ce qui peut vous perturber au niveau psychique. Le jour J, soit on a réussi à faire table rase du passé, parce qu'on en a parlé, on l'a évoqué, on a fait le tri, on s'est dit ok bon c'est bon, j'ai compris, j'ai vu le psy, j'ai fait ce qu'il a fallu pour que je me sente mieux par rapport à cette situation. Ou alors, je m'en étais pas rendu compte que ça me gênait autant, ou j'ai pas eu le temps, ou quoi que ce soit, et ce jour-là, ça risque de me gêner. On essaie, tant pis, de se dire, ok, bon, j'ai compris que ça me gêne, je vais de l'avant, ok, je m'en occupe demain, mais là, aujourd'hui, je me consacre à mon enfant. Donc, vraiment, ne pas rester autant que faire se peut, et si vous avez l'envie, en tout cas, de réfléchir à votre passé et à ce qui pourrait vous gêner dans votre rôle de parent, et surtout le jour J, de vous empêcher d'accoucher, c'est encore le bon moment pour se pencher sur cette question et vraiment décortiquer ce qui pourrait vous gêner. Et ça peut se faire avec moi, avec un psychologue spécialisé dans les questions de périnatalité. Ça peut être avec la personne en question qui gêne, ça peut être avec qui vous voulez, bref. L'important est qu'il faut, entre guillemets, il ne faut pas se présenter à cette épreuve physique si le mental est perturbé. Ça va être beaucoup plus compliqué pour vous le jour J. Mais voilà, on ne sait pas toujours ce qui nous gêne. Des fois, on a l'impression qu'il y a des choses qui ont été digérées, ça ne l'est pas forcément. Pas toujours évident. Éventuellement, aller voir en hypnose, voir si vous sentez qu'il y a juste un ressenti, quelque chose, mais vous ne savez pas mettre les mots dessus. Ça peut essayer d'aller voir par des thérapies alternatives. Vous avez aussi le MDR qui est une technique de résolution des syndromes de choc post-traumatique. Ça peut être aussi d'ailleurs par rapport à une naissance, un accouchement antérieur, ou à des fausses couches, ou la perte d'un bébé, enfin bref, tout ce qu'on peut imaginer de difficile qui peut nous affecter. Essayez d'aller faire le tri comme ça si vous avez besoin. Voilà, ça c'était pour la partie un peu moins simple. Il y a des choses qui vous aideront aussi beaucoup le jour J. J'aime bien décliner tout ce qui est sensorialité, les 5 sens.
parce que comme ça, vous pourrez créer votre propre pièce, votre pièce de naissance, votre chambre de naissance. J'aime bien mettre ce mot-là quand j'ai des patients qui accouchent à domicile, mais voilà, l'important, c'est que même si vous toutes, là, vous accouchez en maternité, vous avez le droit de démédicaliser votre pièce en apportant des touches personnelles, en apportant votre vie un petit peu dans cette pièce pour vous donner l'impression d'être comme à la maison, parce qu'effectivement, l'endroit où on se sent le mieux au monde, c'est chez soi, que ce soit dans son salon ou dans sa chambre. On a besoin d'un lieu intime pour donner naissance. Donc c'est vrai que cette intimité, c'est pas toujours facile à retrouver à l'hôpital. Et en parlant d'intime, d'ailleurs, on peut très bien venir à l'hôpital. Donc faites-vous un petit sac qui vous servira. Donc vous avez votre valise avec toutes vos affaires pour le séjour, mais faites-vous un petit sac qui sera valable que pour la salle de naissance, que pour la chambre de naissance. Ah bon, je vais décrocher. Morgane, oui, je suis encore de préparation à la naissance, je suis en visio. On se rappelle plus tard. Ah, je suis désolée, mais je suis pas dispo. Oui. Pas plus. Hop, désolée. Donc voilà, elle m'a bien perturbée. La sensorialité, je crois que je disais. Donc ouais, tout décliner un petit peu. Oui, c'est ça. Je voulais parler de mettre un petit insigne, préparer un insigne pour mettre dans votre sac, un insigne pour mettre sur votre porte. Vous savez, comme dans les chambres d'hôpital, dans les chambres d'hôtel, si vous êtes dispo ou pas dispo. Voilà, potentiellement. Parce que c'est vrai que garder ce petit cocon intime avec le moins de visites possible dans la pièce, pour certaines, ça peut vous aider. Par exemple, comme ce qu'elle a fait Amélie cette nuit, je crois que c'est ce qu'elle voulait. Elle voulait être tranquille. Même avec moi à la maison, elle m'avait dit qu'elle voulait vraiment être dans sa bulle et être le plus possible toute seule. Donc voilà, à voir. Comme on a dit sur les autres cours, potentiellement, recherche d'ocytocine égale éventuellement stimulation des mamelons ou stimulation clitoridienne, ou ne serait-ce que juste câlin avec son partenaire, douche avec le partenaire. Donc c'est peau à peau, c'est des choses qui peuvent vous aider, mais du coup vous n'avez peut-être pas envie de partager ça avec tous les professionnels de santé. Donc c'est en ça que le petit insigne, voilà, vous mettez ne pas déranger jusqu'à telle heure, enfin voilà, par exemple. Parce que si jamais vous allez être un peu tôt à la maternité, ou si vous avez rompu ou fissuré la poche des os, mais que vous n'êtes pas encore en travail actif, c'est bien d'être normalement on vous attribuera une chambre à vous, et vous pourrez déjà faire pas mal votre vie dans votre chambre avant d'aller en salle de naissance. Donc voilà, c'est pour ça que ça peut être intéressant de profiter de ça. Donc du coup, sur le plan sensoriel, au niveau, j'étais partie un petit peu sur le toucher en partant de la douche et du pot à pot. Le pot à pot, c'est quand même sympa aussi entre nous, avec notre chéri. La douche, pour retrouver le côté chaud. Si vous êtes sensible au chaud pendant vos règles, le jour J, c'est super intéressant aussi de pouvoir aller sous la douche ou dans la baignoire, ou ne serait-ce que les bouillottes chaudes si vous ne pouvez pas. Si vous voulez limiter la consommation d'eau sous la douche, vous pouvez aussi juste vous prenez un petit tabouret, vous mettez sous la douche et vous mettez une petite serviette de bain sur votre ventre, et vous la humidifiez d'eau bouillante régulièrement, enfin d'eau le plus chaud que vous tolérez, mais sans vous brûler, que vous mettez juste sur le ventre. Ça fait un effet bouillotte sur quelques minutes, et puis après vous remettez de l'eau chaude de temps en temps. Ça, c'est pas mal. Donc soit le ventre, soit le bas du dos, ou tout le dos éventuellement, ça peut vous aider. Sur le sens du toucher, vous avez effectivement tout ce qui sera massage. C'est ça qu'on verra sur notre cours, massage, posture, tout ça. Pour certaines vendredi, pour d'autres lundi. Donc j'en parle pas plus. On peut faire quoi d'autre au niveau du toucher? Je crois qu'on n'est pas trop mal. Donc peau à peau, massage, l'eau chaude. Ouais, toucher, c'est pas trop mal. Au niveau du visuel, au niveau du visuel, souvent ce qui va vous aider comme j'en avais parlé au niveau hormonal, on est plutôt programmé pour accoucher la nuit, et donc la nuit, c'est plutôt la pénombre, juste à peine de lumière. Tout ce qui va être en fait trop moderne va vous stimuler le cortex frontal, donc le cerveau antérieur, là, qui est responsable de la pensée moderne, et qui du coup va
va accaparer les zones les plus anciennes du cerveau. On avait dit que c'était vraiment à la base du crâne, à la base du cerveau qu'était sécrétée l'ocytocine. Donc stimuler le cerveau moderne va un peu limiter votre sécrétion d'ocytocine. Du coup, pour éviter ça, on va un peu se couper de tout ce qui va être modernité. Donc effectivement, au niveau lumière, on va éviter les lumières directes. On va plutôt éventuellement faire des petites lumières douces, indirectes, genre des bougies ou une lampe à sel. Je sais plus comment ça s'appelle là, les lumières qui se mettent sur les murs plutôt que le plafonnier, les appliques. On peut faire quoi d'autre au niveau lumière? Les petites bougies lumineuses, des fausses bougies. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Enfin voilà, toutes ces choses-là. Et on va se couper de tout ce qui va être modernité, donc la montre, le téléphone portable, la télé, tout ça, on va couper. Du moins, un télé quand vous êtes... Non, quoique en mater aussi, il y en a qui mettent la télé. Tous ces trucs-là, ça va un peu trop vous accaparer votre attention et ce ne sera pas bénéfique pour votre sécrétion d'ocytocine. Donc ça, on oublie. La montre, j'en parle aussi parce que, en fait, au début, effectivement, vous avez besoin de regarder un peu la fréquence des contractions et de voir si ça se rapproche ou pas, la durée des contractions et compagnie. Mais une fois que les conjoints, en tout cas, ça c'est un message vraiment pour les conjoints, une fois que vous avez compris qu'elle était en travail et tout, qu'il fallait l'emmener à la mater, après vous tournez les pendules, vous tournez les horloges et vous lui parlez plus de l'heure qu'il est et du temps qui passe parce que c'est la distorsion du temps, elle est majeure. Le temps, il passe à la fois très vite et très lentement parce que c'est très rythmé par les contractions, donc on avance vite en termes de temps, mais la femme qui a mal, pour elle a l'impression que ça dure une éternité. Et surtout qu'il y a l'état de fatigue lié aux endorphines. Donc, du coup, elles ont vraiment l'impression que ça n'en finit jamais, alors qu'en fait, des fois, ça fait que 1 heure et demie, 2 heures qu'on y est, et le bébé, il est déjà quasiment là. Donc, essayez de ne pas, même si elle demande un peu des indices de temps, on lui en parle pas trop. Tout ce qui va être chiffres, tout ça, c'est pas terrible. Donc, chiffres, ça va être aussi la dilatation du col. Voilà, si la sage-femme, elle estime que c'est important à ce moment-là de faire un toucher vaginal ou que vous en ressentez le besoin, demandez pas forcément le résultat du toucher vaginal en termes de chiffres. Demandez juste, si vous avez envie d'avoir des indications quand même pour vous motiver, que la sage-femme elle vous dise juste, ok, ça avance bien, ça se présente bien, le bébé il descend bien ou ce qu'elle veut, mais peut-être pas forcément, vous êtes à 5, vous êtes à 7, parce que elle, 5, elle pourra trouver que c'est génial, alors que vous, vu comme vous avez mal, vous attendiez à 7 ou 8 et là vous êtes juste déçu. Donc pour éviter ce genre de truc, voyez toujours ce que vous avez envie de faire de cette donnée, en fait, savoir si vous voulez vraiment avoir les chiffres ou pas. C'est pas interdit, bien évidemment, mais voilà, voyez ce que vous avez envie d'en faire. Au niveau visuel, les choses qui pourront vous aider maintenant. Alors, des choses qui appartiennent effectivement aussi à votre vécu, qui seront vous guider. Par exemple, des photos des moments agréables que vous ayez eu dans votre vie, que ce soit votre mariage, des réunions de famille, les photos des enfants aînés, les photos de votre voyage de noces, de ce que vous voulez, enfin des choses qui vous motivent en fait, qui vous donnent de l'énergie. Ça, pourquoi pas. Et au niveau visuel, je pense qu'on n'est pas trop mal. Et ça, on va pouvoir le décliner aussi sur le plan olfactif. Tous les souvenirs positifs pour vous, essayez de le décliner aussi au niveau odeur. Si vous êtes originaire, je sais pas, du bassin méditerranéen, ou peut-être la lavande pour le sud de la France, ou la fleur d'oranger pour le pourtour méditerranéen, c'est des choses qui vous rappellent un petit peu votre chez vous, votre cocon, pourquoi pas. Il y a certaines odeurs en plus qui peuvent être stimulantes pour l'accouchement. En tout cas, en huile essentielle, il y a des choses qui sont assez positives. Moi, ce que j'utilise en huile essentielle mélangée à une base d'huile de sésame. L'huile de sésame, elle est assez fine, elle glisse assez facilement sur la peau, elle colle pas trop et du coup, elle pénètre bien sans être collante. Donc, c'est pour ça que je l'aime bien faire une base avec de l'huile de sésame. Et avec les huiles essentielles, ça cache le côté alimentaire. Et du coup, on mettra palmarosa, clou de girofle et sauge sclarée. C'est des huiles essentielles qui sont, quand vous regardez dessus, il y a écrit interdit pendant la grossesse. Mais en fait, parce que justement, elles ont des propriétés pour augmenter les contractions utérines. Donc, c'est pour ça qu'on peut les utiliser pendant l'accouchement, mais pas trop pendant la grossesse. Donc, palmarosa, sauge sclarée et clou de girofle. Ça, je crois que j'en avais parlé déjà du clou de girofle pour parler des tisanes stimulantes là, de fin de grossesse. J'avais dit 20 clous de girofle, 2-3 rondelles de gingembre frais et des bâtons de cannelle. Vous pouvez faire ça en tisane dans 1 litre d'eau.
La cannelle en huile essentielle, pourquoi pas aussi. Attention sur les massages, elle peut être si vous avez la peau sensible, elle peut faire rougir assez facilement la peau, mais elle est réchauffante. Elle a un côté qui va vous chauffer un petit peu la peau, la zone, et donc du coup ça peut aussi être antalgique de ce point de vue-là. Le clou de girofle d'ailleurs, il est antalgique. Hein, c'est à l'époque où l'anesthésie locale n'existait pas trop, on faisait mâcher des clous de girofle par les patients des dentistes en fait. Voilà. Et donc c'était le clou de girofle est anesthésique. Donc c'est plutôt intéressant comme chose. Si vous êtes intéressé, vous me demanderez pour les prochains cours. Vous me ferez un petit SMS ou un petit message. J'essaierai de penser à prendre mes huiles essentielles si vous voulez que je vous fasse des petits flacons pour les massages du jour J, ou enfin je veux dire soit du jour de l'accouchement, soit du jour du cours, seulement si vous avez passé la barre des 37 semaines. Pour pas effectivement stimuler l'utérus trop en avance. Mais vous me direz, le jour J, j'amènerai mes huiles et je vous mettrai ce qu'il faut dans votre base d'huile de massage. Donc pour le plan olfactif, il y a encore d'autres choses qu'on peut dire, plutôt liées à la phase de latence. On avait dit donc latence, vraiment, on est chez soi, on fait sa vie, on est plutôt dans la recherche de plaisir, et on avait dit que le plaisir, en France en tout cas, le plaisir passe beaucoup par la bouche, l'alimentation, enfin les petits plats. Et en plus c'est sympa parce que ça fait une bonne odeur dans la maison, donc ça c'est cool. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez en plat salé, en plat sucré. Là oui, j'ai fait une tarte tatin tout à l'heure, donc ça sent super bon les pommes et le caramel. Voilà, c'est des choses qui peuvent vraiment déjà se concentrer sur une recette, vous faire un peu penser à autre chose, vous faire passer le temps, et en plus agréablement. Et une fois que vous aurez accouché, en plus si vous avez le temps de finir et tout emmener dans un tupperware, ça vous fait toujours un repas prêt à l'emploi pour quand vous retournez dans votre chambre, ou à la place du premier repas qu'on vous sert, qui est généralement pas forcément génial. Donc voilà, ça peut être chouette au niveau odorat. Vous pouvez prendre aussi votre oreiller à vous. Votre oreiller, c'est là où il y a la tête d'oreiller qui pue mais qui sent bon parce que c'est la vôtre d'odeur. Donc j'ai pas mal de patientes qui emmènent leur tête d'oreiller à l'hôpital, ou leur oreiller tout court. Ou le doudou, votre doudou à vous. Il y a quand même encore pas mal de femmes adultes qui ont des doudous. Ou le futur doudou du bébé aussi, ça c'est une super idée. Parce que le doudou du bébé, il aura déjà votre odeur, comme ça, c'est super. Les odeurs liées à l'accouchement sont vraiment significatives pour lui, parce que l'odeur du liquide amniotique, l'odeur des sécrétions de la maman sont vraiment différentes pendant l'accouchement, et n'hésitez pas vraiment à garder le doudou près de vous pendant que vous accouchez. Si jamais vous accouchez, vous avez la possibilité d'accoucher dans un vieux t-shirt, prenez un super grand t-shirt, un truc super ample, ou une chemise de nuit, ou ce que vous voulez, et vous pourrez découper après des morceaux du tissu, sans le laver bien entendu, pour faire des petits doudous au bébé, parce que lui, ça va beaucoup le rassurer aussi de retrouver cette odeur liée à la grossesse, et ce qu'il connaît déjà. Voilà. Donc tout plein de choses qui peuvent vous motiver. Ça, c'est des idées que je vous donne. Vous avez le droit d'essayer de décliner, de préparer ce que vous voulez faire le jour J, de vous faire une liste des trucs que vous voulez emmener pour essayer de personnaliser au plus possible votre pièce d'accouchement. Au niveau gustatif, alors j'ai parlé un peu des petits plats. On peut parler beaucoup plus de ce qui va être alimentation et hydratation pendant le travail. Alors, je crois qu'on en a un petit peu parlé là de l'hydratation. On avait dit que pendant en maternité en France, il y a peu de matières qui autorisaient de boire. Normalement maintenant c'est censé être généralisé, mais la Châtaigneraie par exemple, ils sont encore franchement en retard là-dessus, et ils vous disent ok, mais 2-3 gorgées, c'est vraiment très très peu. Alors que normalement c'est autorisé de boire jusqu'à 1 demi-litre la première fois. Alors effectivement, au moment de la pause de péridurale, même si normalement ça devrait concerner, j'espère, aucune d'entre vous, souvent la première demi-heure, le temps de vérifier, de constater qu'effectivement il n'y a pas de souci d'adaptation pour la mère comme pour l'enfant, parce que la péridurale peut avoir des conséquences sur vous comme pour le bébé. Donc passer cette première demi-heure, on sait que si ça s'est bien passé, ça devrait normalement rouler. Et après, vous aurez effectivement l'hydratation qui sera autorisée. Et on a le droit de faire 1 demi-litre la première fois, et après un petit verre d'eau, donc 100 millilitres toutes les heures. Ça, c'est le protocole à Estaing, c'est officiel, c'est autorisé. Et à la Châtaigneraie, si c'est toujours pas le cas, vous prévoyez une gourde et vous la sortez que quand la sage-femme vient de sortir, et vous buvez quand vous voulez, quand elle n'est pas là.
Voilà, tout simplement. J'aime pas trop faire les choses en douce, mais à partir du moment où ils s'adaptent pas aux recommandations officielles, ben, voilà, on est obligé de travailler comme ça malheureusement. Au niveau boisson, de ce que vous allez mettre dans votre gourde. Alors déjà, c'est quand même pratique d'avoir une gourde, c'est que du coup, vous pourrez boire à peu près dans toutes les positions. Les gourdes où il y a une paille là, ou alors un bec verseur que vous pouvez refermer, vous pourrez à peu près boire dans tous les sens. L'eau, ok, c'est bien. Il y a des liquides qui sont encore plus hydratants que l'eau. Ça, c'est intéressant. Tout ce qui va être hypertonique va du coup aider à avoir de l'eau, enfin de maintenir la quantité d'eau dans le corps. Donc tout ce qui va être, en particulier sucré, tout ce qui va être sucre, de toute façon, c'est le côté réconfort, Madeleine de Proust, à moins que vous soyez vraiment pas sucré. Mais vraiment, voilà, c'est le truc qui va vous aider un peu. Et de toute façon, on va y revenir, mais le muscle, il en a besoin. Il a besoin de quelques nutriments. Le muscle, il a besoin d'oxygène, de glucose. Et voilà, principalement. Et bon, on va redécliner aussi un petit peu là-dessus sur le côté plutôt alimentation. Donc du coup, sur vos boissons, les anesthésistes, quand même, on va essayer de garder un peu leurs règles de sécurité. Ils veulent que des liquides clairs et sans bulles. Donc on va éviter le café, on va éviter le coca et les eaux gazeuses. Mais sinon, effectivement, tout le reste, vous pouvez décliner. Donc les jus de fruits sans pulpe, jus de pomme, jus d'orange, jus de raisin. Raisin très 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 sucré au naturel, donc ça c'est quelque chose qui pourra vous aider. Jus de pomme, bon c'est sucré aussi, mais c'est vrai que le jus qui sera un des jus les plus sucrés, ce sera le jus de raisin, mais pourquoi pas éventuellement du jus du multivitaminé mais sans pulpe, ou des fruits de la passion, des trucs comme ça. Pourquoi pas un côté exotique, vous emmener un peu en voyage. Comme on dit souvent que les contractions c'est des vagues, et ben vous avez le droit de filer la métaphore de la plage avec les vagues, la chaleur ressentie par chaque contraction, enfin ce que vous voulez. Partez loin, vous avez le droit, hein, vraiment écrivez votre truc à l'avance si du moins ça vous parle. Vraiment essayez d'y réfléchir à l'avance, ce sera ce sera vachement plus concret le jour J, vous serez bien préparé. Dans les boissons aussi, sur les sirops à l'eau, ça c'est super cool parce que, alors avant il y avait Zodio là, à côté de Leroy Merlin, c'était chouette parce qu'il y avait un rayon sirop à l'eau qui était colossal. Vous pouvez vraiment se faire plaisir avec des trucs cool et originaux, genre popcorn, chamallow, machin. Bon ben maintenant il y a Monin en site internet, hein. Enfin ce que vous voulez, mais c'est vrai que comme je vous dis, un côté régressif, le côté je me fais plaisir, je me fais du bien, prenez les parfums de sirop qui vous plaisent, quoi. Allez vous faire plaisir là-dessus. Et qu'est-ce que vous avez d'autre comme boissons qui peuvent être cool? Alors, peut-être un peu moins côté plaisir, mais vous avez les boissons pour sportifs qui sont à la fois sucrées et salées. C'est un petit peu insipide, c'est un peu spécial. Mais voilà, si vous avez que ça sous la main en urgence, pourquoi pas les boissons pour sportifs. Ce sera plus hydratant que de l'eau. Il y en a à Estaing. Alors du moins, ça fait 5 ans que j'ai pas mis les pieds à Estaing. Mais pendant mes études, en tout cas, il y avait des 3 boissons pour sportifs qui étaient disponibles en salle de naissance. Vous aviez citron, orange et fruits rouges. Donc je sais pas si ça a changé ou pas, mais en tout cas, c'est faisable et vous trouvez ces trucs-là aussi chez Decathlon si vous voulez en faire. Voilà un petit peu tout ce qui peut être intéressant au niveau hydratation. Au niveau alimentation, et là on a dit que c'était encore plus tabou que ce qui était hydratation, puisque normalement on n'est pas censé manger pendant le travail, on n'est pas censé manger qui est péridurale ou pas, c'est compliqué. Bon, on est le dernier pays au monde où on n'a pas le droit de manger pendant qu'on accouche. L'utérus, c'est un muscle. Son carburant, c'est le sucre, c'est le glucose, il n'y a pas d'autre choix. Donc du coup, c'est quand même compliqué de devoir accoucher sans avoir toutes les ressources nécessaires pour lui. Il n'y a qu'en France où c'est encore comme ça, parce que les anesthésistes ont une présence très très importante dans les salles de naissance françaises, parce qu'il y a la sacro-sainte péridurale pour 90% des Françaises quand même. Donc du coup, c'est vrai que on leur laisse un petit peu trop leur mot à dire, je trouve. En fait, eux, ce qu'ils veulent pas que vous mangiez, parce qu'ils veulent pas que, en cas d'anesthésie générale, et en cas de vomissement sous anesthésie générale, et en cas d'inhalation de votre vomi sous anesthésie générale, bref, pour une chance pour 1000 pour chaque événement, donc en gros, pour une femme sur 1 million, on va empêcher toutes les femmes enceintes de manger pendant qu'elles accouchent. C'est quand même assez abusé, je trouve. Enfin, voilà, on a très peu de cas d'anesthésie générale en France à l'accouchement. Franchement, c'est ok, ce serait effectivement pas de bol, mais de toute façon, la femme enceinte n'est jamais estomac vide. On peut vous dire de venir à jeun. Et il y a d'ailleurs la plupart des déclenchements se font à jeun. Quand vous êtes convoqué le matin pour un déclenchement, on vous dit de rester à jeun. Je trouve ça
petit peu gonflé quand même, parce qu'un déclenchement, ça peut durer quand même vraiment longtemps. Les césariennes, quand elles sont en urgence, elles sont pas faites à jeun, quoi. Donc c'est, je trouve, très très abusif. Parce que vous irez moins bien, et si vous allez moins bien, je vous rappelle que votre bébé aussi il va moins bien, hein. Donc bref, donc voilà, pas de déclenchement à jeun, je trouve. Mais bon. Alors, cela dit, il y a déclenchement et déclenchement. Je vous avais parlé de déclenchement s'il y avait besoin d'une phase de maturation. Effectivement, vous êtes à jeun et sur les 2-3 premières heures, là, quand le moyen de déclenchement est mis en place, eh bien, vous êtes encore sur surveillance. Si jamais il y a un gros pépin, effectivement, vous devez passer au bloc. Bon, au moins, vous êtes à jeun. Mais une fois que les 2 premières heures sont passées et que ça s'est bien passé, vous êtes autorisé à retourner dans votre chambre jusqu'à ce que ce soit plus intense et que vous soyez en travail actif, que la maturation soit terminée. Mais tant que vous êtes en chambre, ça veut dire que vous avez le droit de boire et manger. Donc c'est déjà ça. Donc je disais, une femme enceinte, elle n'est jamais estomac vide. À partir de 18 semaines d'aménorrhée, donc à partir de 4 mois de grossesse, il y a toujours un résidu qui reste dans l'estomac. Il y a des femmes, je pense que vous vous rendez bien compte, pour celles qui ont été peut-être malades en début de grossesse, les vomissements, c'est très souvent qu'il y a vous avez beau ne rien eu à manger et vous faites des vomissements bilieux. Il y a la bile qui reste vachement stockée au niveau de l'estomac, et en fait c'est de cette sorte-là que vous n'êtes jamais estomac vide pendant la grossesse. À partir de 18 semaines d'aménorrhée, terminé. Donc imposer aux femmes de ne pas manger, alors que justement du coup l'estomac il est rempli de bile, je pense que c'est pire que s'il y avait de la nourriture dans l'estomac, au niveau d'une potentielle inhalation bronchique. Donc, pareil que pour l'hydratation à la châtaigneraie, dès que la sage-femme elle sort, vous avez le droit de sortir votre petit casse-croûte. Voilà. Au pire, vous faites prendre la main dans le sac, enfin, du moins le sac ouvert, vous dites que c'était le conjoint qui avait un petit creux. Et si vraiment vous êtes prise avec le gâteau dans la bouche, bon, c'est loupé, voilà. Mais vous dites à la sage-femme, oh mince, je ne savais pas. Voilà. C'est vrai, on le répète pas, hein. Donc voilà, éventuellement vous faites comme ça, c'est pas très honnête, c'est pas très fair-play, mais voilà. Dans les choses qui pourront vous aider, en tout cas. Alors, si sans péridurale, généralement, on n'a pas trop la force pour aller manger des gâteaux et des trucs qui croustillent, hein. Je vous le dis, on économise notre effort. On va plutôt aller chercher sur des trucs qui fondent tout seuls dans la bouche, ou qui a juste à tétouiller, à l'échouiller pour apporter un petit peu de calories. Donc les trucs qui sont bien, par exemple les compotes à boire, parce que c'est pas facile, on n'en met pas partout. C'est sucré, ça vous apporte un peu d'énergie. Les yaourts à boire, pourquoi pas. Donc on a dit pour l'utérus, il lui fallait de l'oxygène, il lui fallait du glucose. C'est pour ça que dans l'alimentation, là, dans les trucs, ce sera chargé en glucose. C'est comme le marathonien, en fait. Il va lui falloir des sucres rapides et des sucres lents. Rapide pour être disponible tout de suite, et lent pour pouvoir tenir sur la durée. Donc au niveau des sucres lents, en fait, on peut, du moins ce qui va vous maintenir la glycémie à un niveau élevé, vous avez tout ce qui va être produit gras et protéiné. Donc en fait, la purée d'amande, c'est un super aliment pour l'accouchement, parce que du coup, c'est mou, c'est gras, c'est pas trop sucré, c'est vrai. Vous pouvez rajouter du sucre, pourquoi pas. Du coup, ça fond dans la bouche, et surtout, l'amande est très riche en calcium et en magnésium. Et ça, je vous en ai pas encore parlé. Le muscle, au niveau micronutriments dont il a besoin, c'est du calcium pour se contracter et du magnésium pour le relâchement. Si on a un très bon relâchement utérin, ça veut dire qu'entre 2 contractions, on aura vraiment zéro douleur, aucun spasme, aucune douleur résiduelle. Et le calcium va vous aider à avoir avoir une contraction suffisamment puissante. Ça m'arrive à la maison, des fois quand je sens que les contractions ne sont pas assez puissantes, je vais regarder moi c'est vrai que des fois j'ai des compléments alimentaires dans ma caisse d'accouchement, où je demande à la femme si elle n'a pas des choses chez elle. Si je trouve des compléments alimentaires riches en calcium et en magnésium, je lui en fais prendre pendant l'accouchement. Je dis pas que ça m'a servi de fou pour le moment. Déjà, j'y pense pas toujours sur le moment. Mais les compléments calcium sont plus difficiles à trouver que ceux en magnésium. Mais déjà, c'est toujours ça, le magnésium. Ça peut vous aider à assouplir le col, du coup, ces choses-là. Magnésium, du moins en maternité. Quand au toucher vaginal, le col il nous a l'air un petit peu rigide, un petit peu spasmé, effectivement, on vous fait une petite perfusion avec des ampoules de Spasfon, et ça peut nous arriver de rajouter 1 gramme de calcium et 1 gramme de magnésium dans la perfusion. Donc vous voyez, ça a quand même beaucoup de logique.
Donc voilà, vous allez trouver tout ça dans la purée d'amande et c'est pour ça que c'est un aliment essentiel pour accoucher presque. Vous allez pouvoir faire des espèces de petites boulettes qu'on appelle des energy balls. On trouve des recettes sur internet, je pense, mais les secrets sont un petit peu gardés par les doulas. Les energy balls, donc c'est effectivement, on va mixer généralement un truc mou qu'on va enrouler soit dans du cacao en poudre, soit de la noix de coco râpée, soit ça peut être des graines de sésame, des noix de cajou, des amandes ou des noix de pécan qu'on va mixer avec par exemple des pruneaux ou de la purée d'amande ou quoi d'autre, du beurre de cacahuète. En fait, vous allez pouvoir trouver des choses. On va faire une pâte très épaisse avec ça. Et on va faire effectivement des petites boulettes. Vous allez pouvoir les préparer à l'avance et les mettre au congélateur. Et le jour J, vous vous amenez une petite boîte, un petit tupperware où vous avez mis des boulettes dedans qui vont pouvoir décongeler tranquillement. Ça peut vous aider vraiment à tenir quelques heures, à vous requinquer de temps en temps. Comme je vous ai dit, la femme qui accouche, elle a rarement la volonté de manger. Mais des fois, à un moment donné, d'un coup, l'envie vous prend. Alors, ça reste pas toujours dedans au bout de quelques contractions, mais au moins, vous avez eu un petit peu d'énergie. Voilà, sucre rapide, ça va passer très vite dans votre circulation sanguine. Donc, ça vous aidera quand même si vous avez vomi 10-15 minutes après, ça aura toujours été utile. Voilà, on va éviter les choses pas trop digestes. Donc, le café, c'est aussi, ça fait partie des choses qui sont pas trop digestes. Les produits laitiers, il y a quand même beaucoup de gens qui les tolèrent pas bien. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que c'est pas toujours simple au niveau calcium. Mais l'amande, c'est vraiment quelque chose qui sera du coup beaucoup plus digeste. Éventuellement, si vous digérez très bien les produits laitiers, tentez les yaourts à boire, hein, pourquoi pas, parce que les Yoplait, machin, les Candy Up, tout ça, c'est hyper sucré. Candy Up, ouais, le lait, les petites briquettes de lait à boire, hein, pourquoi pas aussi. Ou tiens, je parlais aussi au niveau boisson, on peut faire des briquettes de jus, hein, c'est peut-être plus facile. Et puis il y a la paille, donc ça peut être plus facile à gérer qu'un grand verre. Qu'est-ce qu'on a d'autre en termes d'alimentation ? Ouais, et puis les biscuits, hein, vous avez le droit de vous faire. Moi, je me souviens qu'il y avait une patiente, elle avait mis de côté des gâteaux dont elle mourait d'envie, mais elle s'est les était gardés pour le jour de l'accouchement, pour pendant ou pour l'après. Et effectivement, après avoir accouché, elle s'est jetée sur ces gâteaux. Elle était trop contente, des petits écoliers de lu au chocolat. Enfin bref, on a dit hédonisme à fond. Et puis, au niveau alimentation, vous avez tout ce que vous avez cuisiné pour votre phase de latence, hein. Vous avez votre tarte tatin ou votre flan ou votre clafoutis ou ce que vous voulez. Des fois, ça a été le bœuf bourguignon ou la quiche Lorraine, hein, comme vous voulez. Voilà, mais ça, c'est toujours sympa d'avoir quelque chose à grignoter qui vous redonne un peu de peps. Les marathoniens, eux, sur les stands, hein, souvent c'est les quartiers d'orange dans lesquels ils mordent. Ils boivent pas forcément, ils mâchent pas forcément, mais en tout cas, ils mordent beaucoup dans les quartiers d'orange pour avoir un petit peu de sucre disponible rapidement. Les bananes, bananes aussi super bien parce que très riche en sucre rapide et voilà, ou à durée d'action un peu plus longue. Et en plus, c'est riche en magnésium, la banane, donc voilà. Le chocolat noir aussi sera riche en magnésium, donc ça sera chouette. Côté régressif aussi, c'est sympa. On sait très bien que le chocolat a un petit côté antidépresseur, hein, antidépresseur naturel. Donc faites-vous plaisir avec le chocolat. Voilà, ça c'est le côté cuisine. Donc on a fait le goût, on a fait l'odorat, on a fait le visuel, on a fait le toucher. Il nous manque l'auditif. Au niveau audition, alors il y a les il faut et il y a les il faut pas, hein, comme d'hab. Donc les il faut pas, les gens qui parlent bruyamment, qui sont autour de vous, mais qui font pas vraiment attention à votre présence, qui parlent de leur week-end ou quoi, ceux-là, vous les dégagez de votre salle de naissance, quoi, clairement. Ou le gynéco qui débarque, ah mais elle est à quatre pattes. Enfin, franchement, on n'a pas besoin de ça, quoi. Donc voilà, pas de paroles ni qui vous perturbent, ni de paroles négatives. Idéalement, on ne devrait pas utiliser la négation dans les propos. Alors, le jeu du ni oui ni non, je suis assez mauvaise à ce jeu-là. Mais effectivement, pas forcément trop de négation dans les propos. Essayez de choisir
voilà, demander à ce que les gens choisissent leurs termes pour pas que ça fasse peur. On parle pas de perfusion, on parle de sérum éventuellement, comme un peu comme un élixir, pourquoi pas. On parle pas d'aiguilles, mais je sais pas, on peut dire juste une petite, vous sentirez un petit pic, par exemple, je sais pas, mais voilà, on essaie de changer les termes. Ça fait partie de l'hypnose médicale, l'hypnose conversationnelle, pour essayer de réduire le niveau de peur et de stress du patient. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez intégrer à votre projet de naissance. Hein. C'est pour ça que j'essaie de décliner énormément de choses. Que vous mettiez par écrit ou à l'oral et que c'est le conjoint qui transmet les informations. Voilà, tout ça, ça peut faire partie de votre projet de naissance, ainsi que l'accueil, le mode d'accueil du nouveau-né, ce que vous avez envie de faire pendant le travail et compagnie. Du coup, je disais au niveau de l'auditif, donc voilà, limiter un peu les gens un peu intrusifs comme ça. C'est ça aussi que le signal là sur la porte, ça peut vous aider, hein, ça pourra faire le filtre. Demandez éventuellement à ce qu'il y ait un nombre restreint de personnes qui s'occupent de vous, dans la mesure où tout se passe bien, je veux dire. Hein. Que les gens aussi peut-être se présentent, dire qui ils sont, qui donnent au moins, je sais pas, leur prénom ou leur nom si ça vous aide, et dire ce qu'ils représentent, si c'est l'anesthésie, si c'est l'infirmier anesthésie, si c'est la sage-femme, l'auxiliaire de puère, le gynéco, l'interne de gynéco, l'externe de gynéco, l'étudiant sage-femme. Enfin, vous voyez, il y a un nombre d'intervenants possibles très important. Et encore, je les ai pas tous passés, mais voilà. Donc, essayez. Alors, je sais pas qu'il faut mettre tout le monde dehors forcément, mais peut-être pas tout le monde en même temps. Alors, j'ai tendance à dire s'il y a un externe de médecine, franchement, les externes, ils y connaissent rien. S'ils sont là à un accouchement, ils sont là vraiment pour voir qu'est-ce que c'est. Si vous êtes OK avec ça, demandez à ce qu'il soit là pendant tout le travail, dans ce cas-là, qu'il soit pas là juste au dernier moment à regarder vos fesses. Franchement, non. Ça, il n'est pas utile dans ce cas-là. S'il est là au moins pour avoir il ou elle est là pour avoir des paroles réconfortantes, accompagnantes, qui est là pour tenir la main, ben ouais, même si ils sont pas toujours très à l'aise, ils savent pas quoi faire, mais déjà rassurer la dame, dire que tout va bien, vous inquiétez pas, vous êtes en train de le faire, parce que ça fait beaucoup pour une femme qui a mal et qui est en train d'accoucher. Les étudiants sages-femmes, c'est carrément le luxe de l'étudiant, parce que les étudiants de sage-femme, on est vite sur le terrain à accompagner les patientes et on a la chance de pouvoir se dégager du temps pour se consacrer à une seule patiente, un seul accouchement. Normalement, l'activité le permet, en tout cas pour voilà, des accouchements sans péridurale. Il y en a de plus en plus, mais ça reste encore pas tous les jours pour les jeunes. Donc, du coup, elles pourront potentiellement demander à rester avec vous tout du long. Et dans ce cas-là, oui, elle doit jouer le jeu, rester tout du long, essayer de limiter le bruit du monitoring, du brassard à tension, toutes ces choses-là, toutes les petites sonnettes, et essayer de faire en sorte qu'effectivement ça sonne le moins possible, que ça vous perturbe moins. Et être là dans les massages, vous suggérer des positions, suggérer des choses à votre conjoint éventuellement, parce que c'est quand même mieux que ce soit votre conjoint qui fasse les choses plutôt que la sage-femme ou l'étudiante. Bref, elle peut avoir une place qui est très intéressante parce que justement, elle peut se consacrer à vous plus longtemps. Je reviens sur l'histoire des lumières d'ailleurs, parce que ça m'est venu. À Estaing, dans les salles de naissance, et peut-être bien aussi à la Châtaigneraie, vous avez des volets roulants, vous avez la possibilité de vous mettre beaucoup plus dans le noir. Si jamais vous avez accouché exceptionnellement de jour, vous pouvez effectivement bailler les rideaux. Et vous avez à l'Estaing des spots au plafond, des petits trucs à LED qui changent de couleur, qui peuvent être sympas. Par contre, le côté changement de lumière, le côté qui change en permanence, ça veut dire aussi qu'il y a une sorte d'instabilité et ça peut vous perturber que la lumière, elle change. Des fois, on a besoin d'avoir tout le temps la même couleur, donc à voir si ça vous aide ou pas. Et sinon, il y a l'espèce de grande lampe qui fait un peu bloc opératoire, qui effectivement est une lampe normalement très puissante, qui est potentiellement braquée sur votre périnée au moment de la naissance. Ce qu'on peut faire pendant le travail, en tout cas la nuit ou le jour, mais dans une pièce où on a fait la pénombre complète, c'est la mettre en marche avec la puissance minimale et la diriger vers un mur. Ça fait une lumière justement indirecte, vers un mur ou vers le sol, et non pas sur vous. Et du coup, on a effectivement un petit peu de lumière, mais pas trop. Donc ça peut se faire. Donc j'étais sur l'audition. Dans les choses que vous pouvez faire, à contrario, vous pouvez emmener votre petite enceinte Bluetooth et vous mettre votre playlist musicale à vous. Bon, si jamais vous y pensez pas, il y a aussi le poste radio et
de la salle de naissance, vous avez des postes qui font CD et puis vous venez avec une clé MP3, mais voilà, ça c'est possible, mais ça fait un peu partie du passé, donc vous pouvez venir avec votre enceinte Bluetooth, ce sera encore plus simple, ou juste la musique sur le téléphone, ça marche très bien aussi. Au niveau playlist, il y a de tout. Écoutez quelque chose qui vous détende, que ce soit la musique un peu de tous les jours qu'on a à la radio, ou que ce soit votre style de prédilection. Écoutez en tout cas quelque chose dont vous avez l'habitude et que vous connaissez, parce que si c'est un truc qui va vous énerver le jour J, c'est pas la peine. Si c'est pour écouter des gongs tibétains alors que vous en écoutez jamais et que ça vous détend pas du tout, c'est pareil, on oublie. Hein. Voilà. Il y a des CD aussi qui sont là dans les salles de naissance, pourquoi pas, qu'on trouve chez Nature et Découverte, vous savez, le bruit de la pluie ou des sons un petit peu, des bruits blancs, vous savez, ça pourquoi pas, ça peut vous aider aussi, parce que souvent c'est des sons qui sont un petit peu répétitifs et qui peuvent vous aider et ben, du coup à avoir une ambiance un peu fixe, quoi, un peu constante. Donc ça, voilà, pourquoi pas. Et les gens qui doivent s'adresser à vous, on essaye que ce soit une voix grave, douce, très lente, que ce soit pas aussi sur un ton aussi élevé que le mien, je veux dire que ce soit vraiment quelque chose d'enveloppant, de réconfortant. Quand on doit vous proposer à boire, il suffit qu'on vous tende le verre, on n'a pas besoin de vous dire est-ce que tu as soif. Des fois, la femme, elle est tellement dans sa bulle qu'elle remarque même pas qu'on tend le verre. Dans ce cas-là, effectivement, on a le droit de lui adresser quelques mots. Mais c'est vrai que le moins on la dérange, le mieux c'est. Donc c'est vrai qu'il faut mieux pas trop lui parler, lui raconter sa life, parce que ça sert à rien, elle vous répondra pas. Et en plus, ça va l'agacer. Donc vaut mieux effectivement économiser les paroles et l'économiser elle en termes de paroles, parce qu'elle va avoir du mal de toute façon à vous répondre, à vous entendre, vous percevoir. Elle va vous percevoir de manière très très lointaine, comme on avait dit avec les endorphines. Donc du coup, ce sera plutôt pas très pertinent. Donc vaut mieux carrément qu'elle parle le moins possible, la faire parler le moins possible. Sauf si c'est pour lâcher une peur, justement. Si vous sentez qu'il y a un truc qui la dérange, qui l'embête, des fois, parler pour lui faire lâcher un truc, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et sinon, évidemment, on lui parle avec nos petites phrases d'encouragement. Hein. Mais pas lui... Je sais que je suis des conjoints, des fois, qui ne savaient pas trop quoi faire avec ces petites phrases, qui les ont toutes lues les unes à la suite des autres. Tu es calme et confiante. Tu es en train de le faire pour notre bébé. Franchement, c'était pas terrible pour la maman, je pense. Vraiment, il faut qu'ils se disent, là, je sens qu'elle est comme ci, comme ça, dans cet état-là. Je regarde toutes les phrases que j'ai à ma disposition, qu'elle m'a imprimées d'avance, et je regarde celle qui a l'air de se prêter le mieux à ce moment-là, et vraiment de choisir mon moment et de lui dire dans le creux de l'oreille, tout doucement. Vraiment, on utilise la voix grave, la voix toute douce. Et pareil à l'hôpital, hein, si les gens ils doivent vous parler en plein travail, qu'ils soient vraiment dans le truc très très calme, très doux. Attendre évidemment entre deux contractions pour vous poser une question. Enfin, vous voyez, ça sert à rien de harceler la dame pour sa carte vitale et sa carte d'identité alors que vous êtes en pleine contraction. Hein. Franchement, c'est pas ça qui va vous aider à accoucher, hein, la carte vitale. Donc, on oublie. On attend après. Et au pire, vous les préparez, vous les donnez à votre conjoint et vous mettez, oui, pourquoi pas, vous les laissez dans votre. Vous savez, souvent, on se fait une pochette avec tous les documents de l'accouchement. Vous rajoutez votre carte d'identité, votre carte vitale et votre livret de famille, la reconnaissance anticipée, et comme ça, ils auront tous les documents à disposition. Ils n'auront pas besoin de vous poser 1000 questions. Donc voilà là-dessus. Ok. Donc ça, c'était toute la sensorialité. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'était un gros morceau. Autre chose aussi qui peut vous aider, c'est l'ambiance que vous allez mettre effectivement autour de vous, l'intimité. Demandez vraiment à ce que cette intimité soit respectée, qu'on vous observe pas trop, parce que ou alors c'est quelqu'un que, comme je vous dis, qui reste dans la pièce et que vous connaissez et en qui vous avez confiance, que vous avez établi un lien de confiance avec. Donc si la sage-femme du jour, elle a l'air encourageante, elle a l'air chouette, demandez-lui si elle peut rester en votre compagnie tout du long et qu'elle se fasse à la fois discrète mais bienveillante. Pourquoi pas, comme il y avait, comment il s'appelle, le vieux pédiatre, zut, j'ai loupé le nom. Il disait, la sage-femme, elle doit être comme un chien sur le tapis, discrète, couchée, elle fait rien, mais voilà, elle observe et elle écoute. Et elle renifle aussi. Avec les odeurs, on sait un peu dire aussi où vous en êtes. Voilà, c'est comment il s'appelle ? Michel Audin, voilà. Michel Audin a écrit énormément de bouquins sur la physiologie de l'accouchement. C'est quelqu'un de très intéressant, que j'ai malheureusement jamais eu beaucoup le temps de lire, mais j'ai vu quelques vidéos et c'est très intéressant. Donc il a
Alors malheureusement maintenant il est un peu vendu à toutes les sauces et je pense qu'il préface tous les livres traitant plus ou moins de loin de grossesse et d'accouchement. Mais en tout cas, les livres qu'il a écrits lui-même sont assez intéressants. L'homme est un mammifère, je crois qu'en particulier il est assez intéressant parce que ça nous rappelle juste à notre simple condition d'animal, de mammifère, qui nous dit bah ouais, mais en fait, pas besoin de faire des cours finalement pour accoucher, c'est instinctif et on fait à notre feeling, quoi. On n'a pas besoin de se dire attends, il me faut ci, ça pour accoucher. Autant moi je vous ai fait plein de listes de trucs que vous pouviez amener, mais autant on peut très bien tout à fait s'en passer et le faire vraiment comme on le sent et avec advienne que pourra. Je le fais avec les éléments du jour, les cartes du jour, ma santé du jour et tant pis, je réfléchis